Tout d'abord, je tiens à remercier vivement tous les participants à ce premier café débat organisé par Place d'Armes, qui plus est Place d'Armes de France, dont je suis aujourd'hui le responsable régional. Jean-Claude, responsable départemental de Seine-et-Marne, nous a fait l'amitié de venir. C'est pas évident, effectivement, de choisir un bon horaire pour organiser un café débat, puisque si on fait ça trop tôt, voilà, les grincheux vont dire que c'est trop tôt, et puis les autres nous diront qu'il aurait fallu faire en soirée. Bon, bref. Donc en tout cas, c'est notre premier café débat. C'est pas notre première action au sein de Place d'Armes, puisqu'on a eu l'occasion déjà de participer à des manifestations. C'était en novembre dernier dans le cadre de l'approbation de nos droits. Mais plus récemment, nous avons organisé donc une marche, c'était donc le 26 mars dernier, qui là aussi visait à rappeler un petit peu ce qui avait été dit dans le fond et dans la forme il y a un an de ça, dans la lettre dite des militaires. Alors, ce premier café débat, j'espère qu'il y en aura d'autres, et l'idée est d'en organiser un par mois, sur le thème justement de ce délitement. Délitement de notre société. C'est un mot qui est mis un petit peu à toutes les sauces. Il a surtout été mis à la mode au travers de cette lettre dite des militaires, qui visait à dénoncer peut-être, à mettre en garde sûrement, le pouvoir politique de son inaction face à une situation que bon nombre de Français subissent aujourd'hui. Car ce délitement, ce délabrement, cette désagrégation, et puis tous les synonymes, j'en passe les meilleurs, touchent tous les domaines de la vie courante. Ça commence par le délitement économique. On a bien vu dans le cadre de la crise du Covid que notre industrie n'était même plus capable de pouvoir subvenir à nos propres besoins. On n'était plus capable de faire des masques. Le délitement économique, ça passe aussi par la crise qui touche aujourd'hui les Français au travers du pouvoir d'achat, donc de l'augmentation notamment de l'inflation. C'est du délitement social, avec justement cette augmentation de la pauvreté. C'est le délitement sociétal, des mœurs. C'est la promulgation de lois qui viennent remettre en cause, alors c'est pas forcément très récent, mais la loi bioéthique est venue mettre un point d'orgue à justement ce délitement et cette désagrégation de la famille. C'est le délitement moral, c'est le délitement politique aussi. Alors on ne va pas taper sur tous les élus bien sûr, mais enfin bon, il y en a quelques-uns qui méritent des médailles. Je pense notamment à un certain Thierry Solaire qui a quand même, il faut le faire, l'autre cuidance de se présenter aux prochaines élections législatives avec, je crois, 11 mises en examen. Ah, salut Philippe. Donc, ce délitement, vous voyez bien, on va pouvoir le décliner au gré de différentes rencontres avec donc, des intervenants de qualité. Et on voit bien qu'à la lueur de ces quelques exemples, beaucoup de choses ne tombent plus vraiment très loin dans notre pays. Alors bien sûr, bon, j'entends déjà des voix qui s'élèvent pour nous expliquer que, après tout, c'était pas forcément mieux avant, et qu'après tout, chaque époque porte son propre fardeau. J'entends. Mais je crois que ce qui caractérise beaucoup notre société actuellement, c'est l'absence d'espoir, le manque d'espoir vis-à-vis de notre jeunesse. Au sein des familles, vous en avez certainement, les cercles privés, vous en avez parlé entre vous, les générations qui nous ont précédés avaient toujours l'espoir de pouvoir offrir une vie meilleure à notre jeunesse. Aujourd'hui, on n'en est plus vraiment très sûr. Donc cette jeunesse, pardonnez-moi cette palissade, mais c'est notre avenir. C'est bien sur elle que doivent porter tous nos efforts. Et c'est ce qui donne un sens à notre action. Alors, c'est tout le discours, me semble-t-il, c'est tout le discours et l'action qui sont portés aujourd'hui par notre invité du jour, donc le général de Réchouf, car les deux, discours et action, sont indissociables quand on évoque le parcours du général. La même chose. Alors, je ne peux pas vous faire le jour de vous présenter à
place parce que j'oublierai certainement pas mal de choses, mais bon, bon, hein, j'ai affiché Wikipédia. Hein, bon, vous êtes diplômé de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, vous avez commandé le 2e régiment étranger d'infanterie lors notamment du maintien de la paix en ex-Yougoslavie, donc 92 à 94. Alors je la refais. Hein. Diplômé de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, il a notamment commandé le 2e régiment étranger d'infanterie lors du maintien de la paix, lors de l'opération de maintien de la paix en ex-Yougoslavie, 92-94. Et puis, bon, après une longue carrière militaire, vous avez terminé donc votre carrière en tant que général adjoint de la région militaire de France. C'est bien ça, après avoir, notamment en 2003, vous êtes intervenu en tant que général adjoint dans le cadre de l'opération Licorne en Côte d'Ivoire. C'est une carrière militaire brillante, bien remplie, et qui a ensuite débouché sur des actions civiles. Et en guise justement d'introduction à votre discours, j'avais une question à vous poser. Qu'est-ce qui vous a motivé, après cette brillante carrière militaire, à vous pencher sur le problème des banlieues? C'est une bonne question. Donc merci à vous pour votre accueil d'abord, et puis je mesure là tout l'effort qui a été le vôtre aujourd'hui sous le ciel bleu parisien qui est suffisamment rare, l'attrait de la piscine pour ceux qui habitent à côté de Paris, et puis la sieste crapuleuse pour ceux qui vivent dans Paris, et venir écouter un général un peu grincheux qui va vous exposer un certain nombre de choses. Je mesure là le pas qui a été franchi cet après-midi grâce à votre président, que je remercie vivement de m'avoir accueilli aujourd'hui. Alors, pour faire simple, j'ai eu une carrière assez, non pas exceptionnelle, parce que tous les camarades qui sont sous les drapeaux aujourd'hui et depuis 20 ans connaissent une carrière quand même exceptionnelle. Je veux dire, moi j'ai commencé par sauter sur Kolbézy, donc c'était le début, je pense que pour les militaires d'actifs, ça a été le début des actions militaires faites par la France en 1978. Et ça a été un long processus qui débouche pour aujourd'hui, comme vous le voyez, à nos actions en Afrique, et peut-être demain, qui sait, la reprise de l'Ukraine, si on en croit les paroles présidentielles. Alors, j'ai eu la chance, oui, j'ai eu la chance dans ma carrière de rencontrer des gens extraordinaires qui ont fait que j'ai été impliqué dans 9 opérations extérieures. Consécutivement, j'ai eu la chance de commander, comme vous l'avez dit, un régiment puis une brigade. J'ai eu la chance de côtoyer des hommes politiques de tous bords. J'ai eu la chance d'écrire des bouquins. J'ai eu la chance d'être sanctionné par la hiérarchie, parce que c'est une chance là aussi, ça prouve qu'on existe. Et donc j'ai été en purgatoire un certain nombre d'années parce que j'avais commis un certain nombre de livres avec l'autorisation présidentielle ou l'autorisation ministérielle. Il n'empêche que quand vous avez l'autorisation, et vous le savez très bien, quand vous avez l'autorisation, ça ne signifie rien dans notre République. Vous avez l'autorisation, mais vous êtes sanctionné quand même. Donc voilà. Et arrivant donc à la gouvernance militaire de Paris en 2003, de 2003 à 2006, je me suis dit, qu'est-ce que je fais dans cette galère? Je ne me voyais pas aller raviver la flamme avec les anciens combattants tremblotants sous l'Arche immense. Je ne me voyais pas défiler le 11 novembre, le 8 mai, le 14 juillet, ça me rasait un peu. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter à mon institution qui m'a tant donné pendant toutes ces années-là, qu'est-ce que je peux lui apporter? Et là, ça a été le déclic, pour répondre un peu à votre question, a été celui du lien armée-nation, que je dirais, moi, plutôt le lien défense-société. Parce qu'on perdait, l'armée d'appelés se terminait, et je me suis posé la question, comment vais-je faire, comment moi, général de Réchouf, vais-je faire pour que ces différentes personnalités, sous uniforme, qui ne sont pas sous uniforme, civils et militaires, étrangers, entreprises, etc., puissent, j'allais dire, s'abreuver à la même source de la patrie. Et donc voilà, ça a été un petit peu le lancement, et j'ai eu la chance d'avoir un chef qui m'a laissé faire avec ce projet, qui était un projet. Et j'ai pu lancer, si vous voulez, un certain nombre d'actions. Et l'idée, c'était de rassembler ces citoyens différents, qui étaient les réservistes
à la fois opérationnels, mais ça, les réservistes opérationnels, vous les connaissez, parce qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui y sont peut-être. C'est des gens qui mettent l'uniforme et qui défendent la patrie au travers de Sentinelle et ailleurs. Et puis il y a les réservistes citoyens, qui sont des gens, des citoyens qui n'ont pas le temps de donner de leur temps sous l'uniforme, mais qui le donnent autrement dans la citoyenneté, qui favorisent le lien armée-nation avec les armées. Et puis j'avais les réservistes à la jeunesse et à la citoyenneté, RJC, qui étaient donc des formateurs de banlieue qui se lamentaient parce qu'ils formaient des jeunes de banlieue, et ces jeunes de banlieue, ben, ils restaient en banlieue. Ils n'avaient pas moyen de se raccrocher au wagon de la citoyenneté. Et c'est ainsi que j'ai, autour d'une table, je me rappelle très très bien, c'était en octobre 2004, il y a un chef d'entreprise qui est venu me trouver en me disant: mon général, vous avez des idées, moi j'ai une entreprise dans le 93, je n'arrive pas à recruter, je vais devoir fermer la porte, devoir fermer mon entreprise parce que je n'arrive pas à recruter, et donc je ne peux pas remplir mon carnet de commandes. Et à côté de ça, j'avais des formateurs de banlieue pour qui la patrie et le rouge était important, etc. Et ils m'ont dit: mon général, tu as toujours des idées, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi j'ai des jeunes dans les cages d'escalier, j'ai des jeunes dans les caves, je les ai sortis de la drogue, maintenant il faut leur trouver un travail, si j'ai pas le travail, ils retournent à la drogue, ils retournent dans la cage d'escalier. Et donc c'est réuni comme aujourd'hui autour d'une table, et il y a eu le déclic, et le déclic c'était le permis de conduire, le permis de conduire étant le cheminement naturel pour des jeunes de se remettre au travail pour apprendre les vicissitudes du code de la route, réapprendre le français, réapprendre le sens des mots, la discipline, la rigueur, etc. Et puis pour les amener progressivement à l'emploi. Donc permis sport-emploi. Et j'ai lancé cette affaire-là. Ça s'appelait 105 permis pour 2005. Et c'est comme ça, si vous voulez, qu'on a essayé de trouver le lien pour accrocher des jeunes de banlieue en déshérence avant qu'ils ne basculent dans le djihadisme ou dans la drogue, et puis qui se raccrochent au wagon de France. Voilà un petit peu. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je pense que la République est une et indivisible, que la France a 2000 ans d'histoire, et que je vois pourquoi il y aurait aujourd'hui 1000 banlieues qui font sécession, alors qu'il suffirait de pas grand-chose pour les ramener dans le giron familial d'un légitime. Cette action initiale, elle a fonctionné à votre avis pour quelle raison? Parce que les jeunes étaient à l'écoute, parce que pour une fois ils avaient un véritable encadrement en face d'eux, qui leur donnait un vrai sens à leur action. C'est un amalgame de toutes ces choses-là. Voilà, parce qu'il y a eu du succès autour de cette première opération. Ah oui, non, mais même jusqu'au bout, il y a eu du succès jusqu'au bout. La première des choses, c'est que j'ai fait confiance aux gens de terrain. Je n'ai pas créé de structure. Je me suis appuyé sur les gens de terrain, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais. Vous savez, moi, quand j'ai commandé ma brigade, quand j'ai commandé mon régiment, j'avais des gens, ils sont ce qu'ils sont. Le chef, il veut toujours avoir il espère toujours avoir mieux qu'avant. Moi, j'ai jamais voulu mieux qu'avant. J'ai fait avec ce que j'avais. Et quand vous faites avec ce que vous avez, eh ben, les gens se décarcassent et foncent. Et donc, je me suis appuyé sur les gens de terrain qui sont plus ou moins bons. Donc, j'avais des sportifs, j'avais l'auto-école, j'avais des formateurs, j'ai eu les armées qui sont arrivées, j'ai eu des entreprises, bien évidemment. Et donc, je m'appuyais sur les gens de terrain. Donc, au début, ça a été un peu chronophage et puis un peu fatigant parce qu'il fallait les secouer. Mais après, finalement, tout le monde a pris le rythme, quoi. Je veux dire, tout le monde a pris le rythme. Il y avait des rendez-vous comme aujourd'hui, autour d'une table, il y avait 5 minutes de retard qui se faisaient tenser, il fallait qu'ils aient lu le texte avant, comme à l'armée, quoi, on travaillait. Et donc les civils qui étaient un peu surpris au début, étaient contents après parce qu'ils ont reçu des jeunes qui avaient envie. Donc on n'avait pas des maréchaux d'empire, mais on a fourni des jeunes qui avaient envie, qui étaient propres, qui avaient envie de la casquette, qui avaient l'os dans le nez, et qui servaient à table et qui étaient capables de servir dans une entreprise. Donc ça a bien marché. Mon concurrent, c'était Michel Alliot-Marie, parce qu'elle a créé en même temps les épides. Et donc l'épide a coûté la peau du dos, alors que moi je faisais pour 10 fois moins cher, quoi. Donc je faisais pour 10 fois moins cher, et je réussissais mieux. Donc c'était pas, quand vous en êtes là, vous n'êtes pas bien vu nulle part, quoi. Donc voilà. Donc quand elle est partie, moi j'ai continué mon petit bonhomme de chemin, j'étais recruté par une entreprise qui m'a pris, et j'ai continué Carin Carrage jusqu'en 2019, jusqu'en 2000, on est quoi là, en 2022, jusqu'en 2019, j'ai continué. Ouais. C'est une opération qui a duré... Donc j'ai mis 2000 jeunes, on a mis 2000 jeunes à l'emploi. On a mis 2000 jeunes ont retrouvé la citoyenneté française. Et au-delà, donc vous voyez à peu près, par interconnexion, il y a beaucoup plus de jeunes qui sont venus, etc. J'ai toujours des relations avec un certain nombre d'entre eux. Et en général, est-ce que vous avez eu des oppositions franches à votre action? Total.
Total. Alors là, position, les armées, Oui. l'armée de terre en particulier, Ah oui. ah ouais, avec un général dont on parlait tout à l'heure, qui ne supportait pas l'idée que je fasse son uniforme à l'époque, que comment dirais-je, je fasse quelque chose auprès des jeunes, sachant que ça ne coûtait rien aux armées. C'est-à-dire que moi, le financement était un financement civil. L'État, la région, le département, les communautés de communes, les entreprises, etc., tout le monde faisait. Et donc, pour me démonter, ils ont prouvé, je l'ai encore, je crois, une fiche qu'on sait très bien faire, que savent très bien faire nos camarades, qui sont lieutenant-colonel, démontrant que je soudoyais je ne sais pas qui dans les armées pour faire passer le permis de conduire. Alors, le permis de conduire était fait par une entreprise, une auto-école sociale dans le 93. Bon, ça en était un peu risible. Donc l'armée de terre au départ. Donc ce qui veut dire que c'est la marine qui est arrivée avec moi. Donc les marins ont pris le projet en main pour les 8 jours. Marin, donc, ça Ouais. fait plaisir. Donc les marins qui comprennent toujours tout et avant les autres, qui comprennent tout bien avant les autres, m'ont appuyé de façon formidable. Et les jeunes qui étaient en Île-de-France sont allés faire leur période militaire de 8 jours à Lorient, à l'école des fusiliers, pendant 10 ans. Donc je les ai accompagnés pendant 10 ans. Les 100 jeunes là, qui étaient là-bas, ça marchait très très bien. Et, voilà, le but n'était pas de faire des soldats, mais de leur donner de donner l'envie et puis de voilà. Compte tenu du retour que vous avez sur les 20 années, 20 bonnes années, sans compter bien sûr toute votre carrière militaire, est-ce que vous pensez qu'une opération de ce type-là est encore possible aujourd'hui? Et si oui, est-ce que c'est possible dans toutes les banlieues? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas des endroits où ça devient beaucoup plus compliqué maintenant? Bien sûr, bien sûr. Alors, comment pourrais-je vous dire? Ce que j'ai fait là, je l'ai fait dans des banlieues qui étaient à la limite pacifiées. C'est-à-dire que je pouvais y aller comme ça, enfin, voilà, discuter avec les jeunes, voir les familles, voilà, accompagner. Bon, passer dans les cages d'escalier, c'est un peu craignos, mais bon, après, moi je suis accompagné par des boxeurs de banlieue, donc je risque rien, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et les gens sont très sensibles du fait qu'un militaire, les armées ont une grosse importance, les gens font très confiance. Le fait qu'un militaire aille vers eux, c'est déjà un signe fort de notre part vers eux. Et donc il y a une confiance qui s'établit. Bon, alors évidemment, ça n'empêche pas de vendre de la drogue le soir, etc., bien évidemment, mais progressivement, on les amène à... Ils écoutent. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, maintenant depuis que j'ai quitté, enfin, ça fait 3 ans que je ne fais plus vraiment, sauf qu'on m'a encore appelé aujourd'hui, mais bon. Maintenant, la situation a totalement changé, c'est-à-dire que les banlieues sont armées. Donc, sont armées, bien armées, c'est-à-dire que sont aux armes de guerre. La chance que l'on a pour l'instant, c'est qu'ils ne tirent pas très bien, parce que vu le nombre de cartouches qu'ils tirent, il n'y a pas beaucoup de morts en face, pour l'instant. Mais je suis pas certain que les actions que j'ai menées, permis sport-emploi, avec les entreprises, etc., puissent être reconduites de façon claire demain. Voilà. D'où la réflexion que j'ai menée depuis maintenant 1 an, là, un peu plus d'1 an, sur le futur, avant qu'il ne soit trop tard. Donc, avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Alors, donc avant qu'il soit trop tard. Alors, si vous voulez, je vais vous dire qu'est-ce qui m'a amené à écrire. Vous savez, dans la vie, vous avez des déclics. Moi, je suis un homme, j'ai des déclics souvent, quoi, finalement. L'an dernier, à la même époque, un peu avant, au mois d'avril, on me téléphone. Alors, je suis parti, j'ai quitté Paris il y a 3 ans. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'étais toujours dans les banlieues, mais que le patron que j'adorais, qui était un type qui m'accompagnait, il était plutôt de gauche, je le dis, parce que, après j'ai vu ce truc, mais de gauche chrétienne, etc. Et il m'a dit, bon Emmanuel, je vous accompagne jusqu'au bout, etc. Donc j'ai continué à travailler dans les banlieues jusqu'en 2019. Et puis là, bon, sur mon téléphone, il est mort. Il est descendu sur l'escalier, brusquement il est mort. Donc l'entreprise d'insertion qu'il avait a commencé à faceiller et du coup on m'a dit bon on arrête quoi. Et puis parallèlement à ça, je travaillais pour un DRH, pour le recrutement là aussi de jeunes comme de moins jeunes dans les entreprises. Mauvaise affaire, c'est le Covid qui arrivait, mauvaise affaire, il m'a dit Manuel je ne peux plus te payer. Donc vous savez très bien, tu sais très bien que quand on est général, même colonel, quand on est demi-solde, on ne peut pas à la fois avoir un château en Espagne et un appartement à Paris. Et donc il a fallu abandonner l'un
Alors rassurez-vous, j'ai pas de château en Espagne, mais j'ai abandonné du coup, j'ai dit à Bobonne, allez hop, je prends le garage Simone, on file parce que je peux plus payer. Et donc je me suis retrouvé au Gros du Roi, qui est un charmant port de pêche, sympa sur la côte, donc très bien. Et puis là, j'ai fait de la politique locale. Et en 2021, donc je vous le rassure tout de suite, j'ai fait de la politique locale pour la mairie. 5 listes de droite, une liste de gauche, c'est la gauche qui passe. Bon, c'est ça. Bah, c'est comme ce qui se passe sur National. C'est tellement évident. Voilà, c'est tellement évident. Voilà. Donc j'ai dit qu'est-ce que je fais là-dessus, bah, il y a eu pas mal de tueries, d'assassinats, de terroristes, etc. Et donc j'ai écrit au ministère en disant ben voilà, vous avez la situation n'est pas bonne dans nos banlieues. Moi je sais faire des choses. Ça serait bien qu'on réfléchisse à une action sociale majeure, tout en ayant le bâton, mais en même temps la carotte, une carotte différente de ce que vous avez proposé depuis 20 ans. Et je suis votre homme, je comprends discuter. Venez me voir mon général. Donc me voilà débarquant à Paris au mois d'août, il y a 2 ans. Et au ministère de l'Intérieur, chez Madame Schiappa, je crois, oui c'est Madame Schiappa, que je n'ai pas vu. Donc j'ai vu ses conseillers, donc mon général par-ci, mon général par-là, formidable, un petit combien de jeunes vous êtes capable de faire pour former? Je dis attendez, former, vous m'appelez, j'arrive avec mon TGV, moi voilà ce que je sais faire, voilà ce qu'on peut faire. Maintenant, qui paye? Parce qu'à un moment donné, il faut faire qui paye. Ah, mais moi, je n'ai pas de problème, ok. Comment on va faire? Je dis, on va former 350 jeunes. Donc, on va faire sur Paris, sur le Nord-Pas-de-Calais, sur Lyon, sur Nîmes et sur Perpignan. Il y avait 350 jeunes. J'avais les entreprises d'insertion que je connaissais, avec qui j'avais travaillé, qui avaient commencé à travailler, je suis allé les rencontrer, etc. Et à un moment donné, les entreprises d'insertion me disent, bon, en général, vous êtes sympa, mais moi je fais travailler des gens nuit et jour pour vous, là, avec tout, on n'a pas de pépette, là, on n'a pas de pépette, quoi. Donc, alors me voilà qui revient à Paris, je dis alors on en est où là? Ah, c'est compliqué, l'argent, etc., etc. Donc, de fil en aiguille, on est tombé à 100, et puis, quand on est tombé à 100, je dis bon, moi, c'est pas la peine, hein. Je ne vais pas m'égosiller pour avoir 100 jeunes, alors qu'on en faisait, j'en faisais 100 avant, quoi. Donc, voilà. C'est un vrai problème de... Voilà, un problème, alors tout le monde touche, tout le monde fait quelque chose, donc personne ne fait rien. Et puis là-dessus, on au téléphone, on me dit tiens, il y a une lettre qu'on demande à que tu pourrais signer, ça pourrait t'intéresser sur les banlieues. C'est la lettre de Place d'Arges, qui a été dite la lettre des généraux. Comme un seul homme, je signe, et comme un seul, bien sûr, parce que ça m'interpellait. Je signe et patatras, non, 2 jours après, c'est vocifération à la radio, télévision, etc. Là, ça m'a beaucoup amusé. Et il y a le président Bernadac qui m'appelle, qui me dit bon, Emmanuel, ce serait pas mal que tu prennes la parole, parce que j'en ai un peu ras-le-bol d'avoir les télévisions yougoslaves, radio machin, RTL, patacouffin. Donc tu prends la parole. Alors j'ai dit bon, moi, je veux bien. Moi, les banlieues, je connais un petit peu, je sais qu'est-ce qui peut intéresser, etc. Et c'est comme ça que j'ai intégré je suis arrivé à la télévision. Et pour vous dire à quel point notre République est malade, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai signé la lettre, à partir du moment où j'ai parlé à la télévision, à la radio, les donateurs, ou du moins les gens qui payaient, c'est-à-dire l'État, a refusé de donner l'argent pour les jeunes. Mais je lui dis, le géant de chiffres, il s'en fout. Mais vous mettez, il y a 100 jeunes qui continueront à dealer. Ça, c'est, voilà, au lieu d'aller travailler, ils dealeront. S'en foutaient. Et puis le cabinet de la ministre de la Défense, que j'avais d'ailleurs tensé à un moment donné, m'a dit, vous comprendrez, sur ces conditions, mon général, vous avez signé, mon général, que les armées ne vous appuient pas dans votre... c'est dommage pour les jeunes. C'est effectivement dommage pour les jeunes, c'est que c'est eux qui trinquent. Moi, je m'en fous, je ne suis pas là. Et alors j'ai dit, c'est pas possible d'en rester là, il faut donc que j'écrive. D'où j'ai écrit. Et j'ai dit, voilà pourquoi j'ai signé la lettre, dite les généraux. Deuxième partie, voilà ce que j'ai fait moi pendant 13 ans, et voilà pourquoi ça n'a pas marché. Ça a marché parce que je me suis décarcassé nuit et jour pour avoir voté. Et voilà pourquoi ça n'a pas marché, et je l'évoque. Et puis troisième partie, voilà ce qu'il faudrait faire maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Et je réponds à votre question. On arrive maintenant, on a des banlieues qui sont hors la loi complètement, où aucun policier ne va. Et donc, à ce moment-là, eh bien, il faut travailler sur un autre paradigme pour réinvestir ces banlieues. Là, il y a 2 solutions. Soit la République accepte, pour moi l'inacceptable, c'est-à-dire accepte que les banlieues soient sécessionnistes,
Et à ce moment-là, on continue comme maintenant et comme avant, et on laisse faire. Et je vous dis que dans 2 ans, il y aura 3000 banlieues qui auront échappé à la France. Donc, on continuera à payer, parce qu'on continue à payer l'eau, l'électricité, les cars, le machin, etc. C'est-à-dire que vous, nous les Français, qui cotisons et qui payons aux impôts, on continuera à payer pour eux. Ça, c'est la solution. Et je vois, et à ce moment-là, à un moment donné, il y aura un tel délitement que peut-être le gouvernement sera obligé d'y aller. Et à ce moment-là, il dira aux armées, allez-y. Mais on sera dans la posture que vous voulez l'être, que vous ne voulez pas l'être, en disant, on va y aller, et l'armée d'active va y aller pour rétablir l'ordre. Moi, je ne suis pas dans cette optique. Moi, je dis, on ne rétablit pas l'ordre, il faut être en place avant que ce soit le désordre. Deuxième solution, c'est de dire, il faut y aller. À ce moment-là, c'est ce que je propose. Et pour y aller, eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Il faut, sur certains sites, il faudra amener les armées, non pas pour faire la guérilla urbaine, c'est pas le but, il y a déjà la guérilla urbaine, mais pas le but, mais pour j'allais dire, sécuriser un certain nombre de quartiers en simultané, pour permettre aux gens dont c'est le métier, c'est-à-dire les gens, les impôts, l'URSSAF, etc., faire un audit sécuritaire et parallèlement un audit social qui permet véritablement de savoir exactement qui fait quoi, comment, où passe l'argent, où sont les trafics, etc. Et de l'autre côté, pourquoi les gens ne vont pas à l'école, pourquoi les jeunes ne vont pas à l'école, pourquoi les gens n'ont pas de travail, pourquoi ne vont-ils pas au travail, pourquoi est-ce qu'ils désertent, je sais pas quoi, etc. Et là, vous avez, alors on m'a encore dit à la télévision, moi je dis, je pense pas, je dis, attendez, mais dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Et moi je vous dis que si je mets des troupes, si je mets 150 types avec armes et bagages dans une ville, alors je ne vais pas mettre des canons, je vais mettre des chars, bien évidemment, mais je mets les gens avec leur impédimenta en contrôle de zone, et vous verrez que ça passera très bien, très bien. Alors on m'a dit, mais pourquoi pas les flics? Mais les flics, ils n'y vont plus dans les quartiers. Les flics, ils n'y vont plus. Et chaque fois qu'il y a un flic qui arrive, une patrouille qui arrive, ils sont tabassés, ils sont violentés, ils sont castagnés, on les éjecte des voitures, on les tabasse, etc. Ils ne restent pas, ils ne tiennent pas le terrain. Donc si vous ne tenez pas le terrain, vous ne pouvez rien faire. Et quand vous ne tenez pas le terrain, vous mettez qui est le vainqueur? Ben, ce sont les bandes, les dealers, et qui sont finalement les prises d'otages, c'est la population. Aujourd'hui, vous avez 10% de la population française qui est en otage de ces bandes. 10%. C'est-à-dire 6 millions de personnes. Et donc ça veut dire qu'à partir de 18 h, vous pouvez sortir acheter votre pain, vous pouvez aller boire un pot, vous ne pouvez plus appeler un médecin parce qu'il va se faire tabasser, et donc vous vivez complètement cloîtré. Et donc c'est le fait de mettre ces armées-là. Alors, petite anecdote, j'ai mené j'étais un des rares généraux à mener des actions de guerre en agglomération pendant des années. Ça a été la guerre en agglomération, puis je vois qu'on a pris modèle sur moi. Et donc j'avais installé plusieurs compagnies dans une ville qui était Brignoles, qui était ma ville dans le Var. Et je me souviens donc 2 fois, une fois avec mon régiment et une fois avec ma brigade. Et on était sur la ville, on avait pris les quartiers chauds, d'ailleurs, dans les quartiers chauds, et j'avais mis à peu près 2 compagnies avec un même bagage, 2 nuits de suite. Voilà. Et le maire nous félicite après, il dit, vous ne voulez pas rester un peu plus longtemps, parce que cette nuit, j'ai pas eu un coup de téléphone, pas de rodéo moto, aucune plainte de femmes battues. Mon général ne voulait pas rester un peu plus, je dis, écoutez, c'est pas de mon fun. Bon, voilà. Est-ce que vous pouvez préciser, je pense, pour les personnes, à combien de personnes correspond une compagnie? Une compagnie, c'est 150 à 200 personnes. Voilà. Je pense que c'est important de connaître. 150 à 200 personnes qui peuvent vivre, hein, avec la douche de campagne, les trucs. Alors, on va certainement me dire, mais alors ils vont coucher où? Par terre. Oui, ils couchent par terre. Et tous les clochards de Paris, ils sont par terre. Là, de ce que je comprends donc, de discours, hein, il est très limpide, donc ça passe nécessairement par une intervention aujourd'hui. Pour moi. Il faut croire que de toute façon, compte tenu de ce que vous avez dit avant, la volonté politique n'est pas là, et quand il y a de l'argent, il est saupoudré, et voilà. En gros, il n'est pas efficace. Donc à un moment donné, effectivement, se pose vraiment le problème du... Alors, l'argent qui, vous savez, on dépense, je crois, 450 milliards par an dans les banlieues. 450 milliards social. Et sur ces 450 milliards, il y a, j'allais dire, au moins 50 ou 60 milliards qui passent dans les banlieues. Sur ces 50 milliards, il y a 6 ministères qui s'occupent des banlieues. Alors j'en ai repéré, donc il y a les armées, l'éducation nationale, le travail, le sport, l'intérieur, la justice. Il y en a, voilà, 6 ou 7.
Ils ne se parlent pas. Donc chacun a son domaine de compétences. Le sport sera plutôt les sportifs, le travail ça va être plutôt la formation professionnalisante, etc. Plus l'argent qui est lancé par l'État vers les régions, les départements, les communes, les communautés de communes, voilà. Plus les institutions qui ont pignon sur rue, qui font la formation professionnalisante, donc les apprentis d'Auteuil, les institutions, etc. Plus de l'ordre de 40 000, je crois, 40 000 structures différentes et variées qui s'occupent d'insertion. Quand vous mettez 100 en haut, combien y a-t-il en bas qui arrive? Une fois que vous avez rémunéré les présidents, les caisses aussi, machin, le fonctionnement, les administrations, en bas, vous n'avez pas grand-chose qui arrive. Donc moi, j'arrive, général de Richouf, j'arrive tout content en disant j'ai une solution, j'ai un truc qui fonctionne. On me dit, mon général, vous êtes le 43e sur la liste, là, il y en a 42 que je rémunère, là, 42 depuis 10 ans. Et pour quel résultat? On ne va pas voir parce qu'il n'y a pas de résultat. Vous êtes le 43e, donc il va falloir que je pique un peu d'argent sur tout le monde, les mecs m'ont hurlé, pour vous le donner à vous. D'accord? Donc vous réclamez, vous, mon général, vous réclamez 50 pour vous, je vais vous donner que 20. Voilà, mais je vous donne que 20. Alors donc vous allez voir la communauté de communes, vous allez voir machin. Alors ah oui, mais moi je vais vous donner 10, mais alors pour les 10, il faut vraiment que ça soit les jeunes qui viennent de tel endroit. Mais j'ai vu, mais ça, là il n'y a pas d'entreprise à côté, donc les jeunes, il va falloir qu'ils fassent 40 km pour aller en entreprise. Non, mais moi je veux parce que, après vous comprenez, ils votent pour moi après. Donc il faut que voilà. Donc, voilà. Donc si vous voulez, pour vous montrer que c'est un problème majeur, qui n'est toujours pas résolu, qui est compréhensible d'ailleurs, que en tant que citoyen je comprends, bon vous voulez être réélu, c'est un bon siège, donc autant, donc on saupoudre, et puis voilà. Mais est-ce que l'efficacité est au bout du chemin? Non. Depuis 30 ans, on sait que ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'on fait quelque chose pour que ça fonctionne? La réponse est non. On ajoute surtout, on empile des... Excusez-nous, on attend en bas. Allez-y, mesdames. Oui, monsieur, il y a quelqu'un au fond qui... Oui, ouais, allez-y. Sait-on quel est le montant des allocations perçues quand on a 5, 6, 7, 8 gosses? Ah, ça c'est très compliqué. Parce que regardez, moi j'ai eu à aller à Dreux dans des familles et je voyais le patriarche qui avait une marmaille incroyable, mais on sentait que c'était l'aisance parce que les allocations familiales. J'ai même vu à la télévision le maire d'une petite ville qui disait que c'était impossible. Il avait 2 femmes dans un appartement. J'ai dû donner à chacune des 2 femmes une maison parce qu'il y avait trop d'enfants dans ces... Alors, les pauvres coptes, eh ben, ils se sont fait bouffer par la démographie. Ils ont accueilli des musulmans. Et puis, ils ont fini par le nombre. Mais ce que vous dites là, monsieur, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Du haut en bas de la hiérarchie ministérielle, tout le monde est au courant. Ce matin encore, je discutais avec quelqu'un de haut placé, marocain d'origine, de la région Île-de-France, qui me disait que dans la ville de... Tout le monde est en djellaba là-bas. Tout le monde est en djellaba en permanence. Il m'a dit, la ville, mais le trafic de drogue, devant, partout. Partout. Et personne ne fait rien. Personne ne fait rien. Donc ce que vous me dites là, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais ce qui est dit par nos dirigeants, c'est la paix sociale. C'est la paix sociale. Parce que si on met bon ordre, dans les finances publiques, il faudrait qu'un jour on l'y mette, ça veut dire que vous allez serrer la vis pour toutes ces dépenses somptuaires, mais vous allez risquer l'homme politique ne va pas prendre le risque d'avoir de la violence dans ses banlieues. Donc on laisse filer. Donc nous sommes foutus. Je ne dis pas ça. Je dis qu'il va falloir se réveiller. Ah, très bien. Il va falloir se réveiller. Quand je vois aujourd'hui qu'un jeune de banlieue touche le SMIC pour aller travailler, touche le SMIC, et que vous avez de nos compatriotes
qui ont travaillé 30 ans, 40 ans de leur vie, qui sont agriculteurs, qui ne touchent pas 600 € par mois pour vivre, je trouve ça un peu scandaleux, quoi. Mais moi, Emmanuel de Richaud, je ne suis pas sur le volet, j'allais dire, répressif. J'essaie de construire, si vous voulez, parce que pour être répressif, il faut avoir à côté une proposition autre, c'est-à-dire, comme le disait le président, pour la jeunesse. Si vous êtes répressif, vous allez couper le circuit de drogue. Le circuit de drogue aujourd'hui alimente tout. C'est-à-dire que les trafiquants de drogue payent les familles, elles payent leur loyer avec l'argent de la drogue, ils alimentent des associations, etc., etc. Donc si vous coupez l'argent là, il faut que d'une autre manière, vous puissiez, j'allais dire, abonder, les caisses. Et ça demande une réflexion de fond. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En réalité, c'est au niveau du gouvernement. C'est au niveau du gouvernement qui ne sait pas faire, qui ne veut pas faire. Madame, vous vouliez... Madame, vous en prie. Je suis ravie de faire votre connaissance et surtout j'étais très intéressée par les problématiques que vous soulevez. Parce que j'étais moi-même cadre dans la fonction publique dans le département de Seine-Saint-Denis et j'ai piloté pendant 15 ans un dispositif d'aide à l'insertion des jeunes de 18 à 25 ans. Donc là, il s'agissait d'aide financière plutôt que, quoique les missions locales participaient, donc il y avait un accompagnement des projets professionnels des jeunes qui étaient écoutés dans des missions locales pour construire un projet professionnel. Et donc, pendant 15 ans, je me suis occupée de ces jeunes au niveau du département. Donc, on avait à peu près 3 millions d'euros à distribuer, à accompagner, à répartir sur l'ensemble de ces jeunes qui nous présentaient leurs projets et qui étaient accompagnés à chaque pas pour aller vers l'emploi, vers l'insertion sociale. Et aussi, ces jeunes, si vous voulez, ils étaient la plupart du temps en rupture. Hein. C'était des problématiques de rupture, de socialisation qu'on rencontrait à chaque fois. Hein. Donc c'était la socialisation culturelle des jeunes donc immigrés, issus de l'immigration, qui arrivaient ici à partir à 18 ans, disons, et qui avaient à intégrer une culture qu'ils ne connaissaient pas trop, avec des parents immigrés qui, pour la plupart, ne parlaient pas la langue. Il y avait aussi des jeunes qui se retrouvaient dans la rue parce que les parents les mettaient à la rue, carrément, parce qu'ils étaient en démission par rapport à ce qu'ils vivaient dans leur cité, dans leur banlieue. Et que c'était pas si simple que ça. Donc je rejoins votre idée d'audit, etc. C'est bien joli tout ça, mais ça fait des années qu'en France, on soulève ces problématiques et qu'on ne trouve pas de vraies solutions. Hein. Ça date de 20-30 ans, tous ces problèmes, et ça s'est aggravé. Ouais. Hein. On est bien d'accord avec ça. Il y a un paramètre pardon ? Il y a un paramètre auquel on n'a pas encore évoqué, mais et qui, à mon avis, a été une source d'accélération de ces phénomènes délétères dans les banlieues, c'est l'augmentation très importante, significative de l'immigration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a importé de la misère, et comme ça a toujours été le cas, cette misère, elle ne va pas dans les beaux quartiers, elle va forcément aller dans les banlieues. Et donc on a augmenté cette population vulnérable, qui est donc propice à tous ces trafics, qui touchent d'ailleurs des aides, mais c'est pas, enfin qui touchent des aides, qui peuvent demander des aides, mais c'est pas eux qui les perçoivent, parce que ça crée des circuits mafieux. Je connais, donc j'ai une personne de ma famille qui travaille à l'allocation familiale dans les Deux-Sèvres. Les Deux-Sèvres, c'est quand même pas de la campagne. Hein. Bon, vous avez des trafics, des mafias qui nous viennent de l'étranger et qui viennent pomper les aides. Tout le monde le sait et personne ne fait rien. Donc en fait, ce qui est venu à mon avis accélérer cet aspect vraiment délétère de la banlieue, parce qu'on a toujours eu des problèmes dans les banlieues, c'est qu'on a accueilli un certain nombre de personnes qui n'ont pas les mêmes cultures et qu'on n'a pas cherché à assimiler non plus, puisque de toute façon, elles sont venues très rapidement et très massivement. Et on continue encore à les accueillir. Et ça, c'est dramatique. Alors, on les retrouve partout. Je vous rejoins tout à fait, madame, à ce que vous dites, parce que je l'ai vécu, puis les gens parlent, donc on voit très bien ce qui se passe.
C'est la raison pour laquelle moi je crois, hier j'en ai encore débattu sur Sud Radio, on n'arrivera à se faire quelque chose que si on établit des cursus, j'allais dire, comment dirais-je, des cursus de formation, alors formation au sens large, hein, formation, on commence avec des jeunes de 10-12 ans, et puis on va finir à 30 ans, vous voyez, des cursus où, j'allais dire, des cursus où les gens aient des repères, et des repères dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez vos jeunes dont vous parlez, on leur donne, bon, tu vas faire un peu de permis de conduire, l'autre il va faire un peu de sport, le troisième... Mais pourquoi faire? S'il fait permis de conduire, mais s'il n'y a pas de finalité, ce matin je discutais, ah, on donne de l'argent pour le permis de conduire, la région donne 1 200 € pour le permis de conduire des jeunes. Attendez, ma famille, c'est moi qui ai payé pour tous mes enfants. Hein. Je veux dire, moi je vois pourquoi des jeunes de banlieue auraient 1200 € et que mes enfants, moi, auraient 0, que voilà, 1200 €, mais pourquoi faire le permis de conduire? Mais le permis de conduire, s'il n'y a pas de finalité, et que le permis de conduire, c'est pour arriver à l'emploi. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous arrivez à l'emploi, toutes les entreprises aujourd'hui réclament des permis de conduire, c'est-à-dire que vous alliez dans une grande ou petite entreprise, il faut que le jeune, il ait maintenant un permis de conduire. Donc si vous donnez de l'argent pour le permis de conduire, que le jeune il passe le permis de conduire, il va prendre sa voiture, il va faire du trafic de drogue pour l'Espagne et la France. Donc c'est pas le but. Le but c'est qu'il ait un permis de conduire pour intégrer l'entreprise. Donc il faut qu'on ait véritablement des cursus. Et pour avoir des cursus, il faut fédérer tous ceux et toutes celles qui, de près ou de loin, sur un territoire, font de l'insertion, font de la formation, etc. Parce que tout le monde fait quelque chose, mais il n'y a pas de cohésion. Et vous savez très bien qu'en France, on ne sait pas travailler ensemble. Voilà, on ne sait pas travailler ensemble. Et donc, c'est quelque chose que j'essaie de développer, vaille que vaille, avec les gens qui m'écoutent, quoi. J'ai une intime conviction, c'est qu'il n'y a pas vraiment de volonté politique. Ah oui, mais ça d'accord, mais on est d'accord. Là, d'une part. Et on sait très bien que les trafics de drogue, c'est un vrai commerce, hein, c'est organisé comme un commerce. Mais ça marche bien. Il y a les grossistes. Ah oui, mais ça marche bien, ça marche bien. Et ensuite, il y a ceux qui répartissent partout en France pour pourrir nos gosses. Hein, je suis désolée de le dire aussi crûment, mais c'est la vérité. Mais tout le monde le sait, madame. Donc ça, c'est une arme aussi. Hein. Mais tout le monde le sait. Voilà, tout le monde le sait, personne ne fait rien. Est-ce qu'il y a une véritable... tant qu'il n'y aura pas de véritable volonté politique pour résoudre ces problèmes, hein, qui sont de l'ordre de l'ingénierie sociale, tellement ça devient compliqué, hein, on n'y arrive oui, jamais. Mais ce que vous dites là, madame, j'abonde tout à fait dans votre sens. Je remarque simplement qu'aucun homme politique, pour la présidentielle, n'a évoqué aucun problème, aucun sujet d'ailleurs, aucun n'a évoqué la banlieue, et que 58% des Français ont voté Macron, qui s'en fout comme dans l'an 40 des banlieues. Donc il ne va pas falloir se plaindre demain si les banlieues, si le trafic de drogue s'amplifie, si les banlieues sont armées. Monsieur, j'ai l'intime conviction que c'est une stratégie politique, monsieur. Ah bah vous abondez, voilà. C'est une stratégie politique vous arrivez, à la guerre civile. Hier, il y avait mon formateur de banlieue qui était avec moi sur Sud Radio, il disait la même chose. Voilà. On est là et... Au niveau des sondages. Oui. On a tout fait pour démolir Éric Zemmour et pour dire il faut voter utile, il faut voter Marine Le Pen parce que Macron voulait Marine Le Pen en face de lui. S'il avait eu Éric Zemmour, ça aurait été différent. Et il a eu Marine Le Pen qui osait lui parler des agences de communication à la fin, en lui disant excusez-moi. Ouais, non, mais ça, ça c'est sûr. Est-ce que je peux faire juste un aparté justement sur... Et c'est comme ça que Macron s'en a pris au pouvoir. Alors, s'il n'y a pas eu de triche. je me présente, je ne sais pas si tout le monde me connaît. Je me présente, je ne sais pas si tout le monde me connaît, je m'appelle Philippe Houblin. Donc je suis place d'armes pour Paris, aux côtés de Patrice. Moi je ne m'occupe plus personnellement de Paris. Et je suis candidat aux législatives dans le 20e arrondissement, la 15e circonscription. Et je suis Reconquête. Ah, bravo. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même nombreux chez Reconquête, puisqu'on présente 550 candidats partout. Alors moi je vis dans une circonscription où il y a, Mélenchon a fait 47%, mais je pars quand même au combat. Donc, croyez-moi, il y a encore des personnes qui ont envie de défendre. Je suis ancien militaire, hein, sinon je serais ici. J'ai fait 15 ans dans l'armée, donc j'ai fait 15 ans de sous-marin nucléaire. Voilà, j'ai fait 15 ans de sous-marin nucléaire, après j'ai fait une carrière publique.
dans la fonction publique. Là, maintenant, je suis fonctionnaire territorial. Mais j'ai eu envie de m'engager justement pour mes enfants, pour sauver la France. Je me suis engagé auprès de Place d'Armes. J'adore le général. Voilà. Donc, il faut savoir qu'on est encore nombreux à vouloir défendre ces idées-là. Moi, je parle dans le 15e. Alors, bon, je suis du 12e, mais le 12e, je ne voulais pas me présenter dans le 12e parce que chez LR, c'est une amie. Donc, je ne voulais pas me présenter face à une amie. Et donc, je suis parti dans la 15e circonscription, juste à côté. Mais voilà, je sais que voilà, j'y vais vaillamment, justement pour défendre les valeurs que défend le général, que défend Place d'Armes. Et moi, je me suis engagé pour ça. Je vous prie de croire que c'est ma première campagne électorale majeure. C'est extrêmement compliqué, mais je pense que si tous on arrive à mettre un petit peu de notre force, un petit peu de notre temps, un petit peu de notre courage pour sauver nos idées, on peut faire plus. On ne peut pas simplement se contenter de mettre un bulletin dans l'urne, il faut aussi s'associer, rejoindre Place d'Armes, rejoindre Reconquête, rejoindre des associations qui défendent. Il faut aller voter, il faut faire tout ça. Voilà, c'était juste un petit aparté justement pour répondre à vous, monsieur, pour dire, enfin, c'est pour ça que je dis que je suis candidat donc, aux législatives dans la 15e circonscription, pour dire qu'il y a encore des personnes qui ont suivi le général, qui ont suivi... l'armée, pour moi, c'est tout. Je ne sais pas si vous connaissez la devise de la marine, c'est honneur, valeur, valeur, discipline. Donc, j'ai ça chevillé au corps, et en fait, je le fais. J'ai 3 enfants qui ont plus entre 25 et 30 ans, et j'ai un enfant d'un deuxième mariage qui a 6 ans. Donc, moi, je veux vraiment défendre ça. Et il y a encore des gens comme moi, et on est nombreux, on est vraiment nombreux, à vouloir défendre ça. Il y a un représentant dans chaque département de Place d'Armes. La lettre des généraux, ça a été... pour moi, si je puis me permettre, mon général, moi, c'était une révélation. Je me suis dit, je suis content parce que mes supérieurs hiérarchiques, puisque moi, je n'ai pas ce grade-là, mais mes supérieurs hiérarchiques, prennent la parole. C'est pas la grande muette, mais c'est des grands Français. C'est juste ça qu'il faut voir. Ce sont des grands Français qui ont toujours été là, et là ils s'aperçoivent que la France dérive, et ils prennent la parole. Et c'est extrêmement important de les suivre, et je vous encourage vraiment à vous engager. Voilà, je suis désolé d'avoir fait ce petit aparté. Justement, par rapport à ce que tu viens de dire, peut-être qu'au regard de toutes les actions que vous avez menées, et le seul regret qu'on peut avoir, c'est que justement l'armée ne soit pas suffisamment mise à l'honneur vis-à-vis de nos politiques, qu'il n'y ait pas suffisamment de confiance, j'ai l'impression. Vous voyez, là, bon, vous avez fait une action qui est vraiment remarquable, durée quand même dans le temps, qui a permis justement à des jeunes de pouvoir, à un moment donné, s'en sortir. Ça s'est fait sur des valeurs, comme vient de le dire Philippe, mais c'est des valeurs morales fortes, des valeurs de discipline, des valeurs de cohésion, des valeurs militaires, en fait. Mais c'est un cas isolé, et j'ai l'impression que les politiques ne vous ont pas suivi, comme s'il y avait une forme de confiance. Et on en parlait avant de commencer ce petit café débat. Moi, je voyais Place d'Armes comme étant une passerelle entre le monde civil, le monde militaire, les jeunes, les anciens. J'ai l'impression que cette passerelle, elle est vraiment très ténue. Et peut-être que c'est tout simplement ça qu'il faut arriver à renforcer. Alors, on ne va pas parler de service militaire parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Alors, moi, de ce que j'ai compris, c'est que c'est compliqué financièrement, c'est compliqué parce que, à un moment donné aussi, l'armée ne voulait plus forcément des conscrits, c'était compliqué pour eux à gérer. C'est cher. Mais en tout cas, il faudrait revenir à une forme de discipline auprès de notre jeunesse, certainement. Parce que c'est ça, quand même, qui vraisemblablement leur a permis de se révéler, en fait. Non Vous avez dû le sentir, ça, au fil des actions. Et moi, j'avais une période militaire pour mes jeunes de 8 jours, une semaine. C'est tout. Parce qu'on ne voulait pas leur faire porter d'armes. Et ça devient compliqué. Voilà, il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce qu'ils deviennent antimilitaristes. Et là, ils partaient tous avec l'envie, quoi. Il y en a des jeunes qui sont engagés, quoi. Quelques-uns. Après une semaine. Ouais. Une semaine vive. Hein. Une semaine, rustique, quoi. Physique. Voilà. Mais si vous voulez, je ne sais pas si les jeunes...
revenir à un service militaire, moi j'ai souvent évoqué, on ne pourra plus, de toute façon on n'a pas l'encadrement, on ne sera pas que... C'est 800 000. Quand on arrivait au service militaire autrefois, il y a 25 ans, il n'y avait que les garçons. Donc c'était déjà la moitié d'une classe d'âge. Cette moitié de classe d'âge, il n'y en avait que la moitié qui faisait le service national. Ceux qui faisaient le service national, c'est les pauvres. Tous les riches, il y avait des exemptions. Il y avait un bureau spécial au cabinet du ministre qui exemptait tous les énarques et tous les gens qui avaient des études, à peu près tous. Donc c'était profondément inégalitaire. Et puis ça répondait pas du tout aux grandes questions stratégiques du moment, quoi. Et pour faire une observation par rapport à ce que vous venez de dire, par rapport au côté riche-pauvre, ceux qui aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'ils posent problème, mais ceux qui sont plus en demande justement de cette discipline, bah, ça reste justement les pauvres. Donc limite, c'est plutôt ceux-là qui... Bah oui, mais il y a des solutions, il y a des tas de solutions. Hein. Moi je les avais évoquées. Vous pouvez leur mettre un sac à dos et partir dans les Alpes pendant 3 semaines sur les forts en haut des Alpes, refaire des chemins de grande randonnée, coucher à la belle étoile, chanter dans les gravins, faire du rappel, etc. Mais je vous rappellerai simplement ça, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voulez ouvrir une boîte de conserve et quand vous êtes engagé, il faut pas avoir un CAP quand même. Hein, parce qu'au cas où vous coupiez le doigt, c'est le tollé, quoi. Si vous avez quelqu'un qui a mal au pied, qui se fait mal à un truc, il faut appeler secours en haute montagne, etc. On vous fait payer. Donc tout est comme ça. Donc la rusticité qui serait la mère véritablement de ce qu'il faudrait faire pour remettre tous ces jeunes, ils sont demandeurs, hein, tous ces jeunes en marche, j'allais dire, avec un idéal. Eh bien, c'est très compliqué. C'est intéressant ce que vous dites par rapport à l'affaiblissement moral. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe un petit peu partout. On a le sentiment quand même que notre population, au fil du temps, elle s'est vraiment affaiblie, avachie moralement. Et comme vous venez de le dire, vous avez une petite coupure, vite, il faut aller limite acheter un hôpital. Mais où est-ce que vous observez le plus cet affaiblissement moral qui avait justement donc, côtoyé plusieurs milieux? Bah, je dirais peut-être chez nos dirigeants d'abord. Bah ouais. C'est une bonne réponse. Bah ouais, dirigeants. On est quand même entouré de pétochards quand on nous, quoi. Il n'y a plus d'exemple. Il n'y a plus d'exemplarité. C'est vrai. Voilà, ben regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, qui prend une décision? Vous êtes dans une entreprise, j'étais dans un multinational, une entreprise, pour prendre une décision, vous se mettez de bonheur. Alors, vous avez, on tourne autour du pot, les mails, on envoie les mails, on se couvre partout, par Absol, machin, pour prendre une décision. Alors, dans les armées, c'est un peu... La décision, quand même, maintenant, c'est assez compliqué, quand même. La pyramide qui était un chef, une mission, des moyens, maintenant vous avez plusieurs chefs, beaucoup de missions et pas de moyens. Donc ça devient compliqué. C'est vrai, hein, le chef, c'est un chef de droit divin, etc. Et dans le civil aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Quand vous êtes à la région, j'ai travaillé donc avec la région, le département, les communautés de communes, etc. Mais pour avoir 1000 € ou 2000 €, vous vous dites, mais attendez les mecs, c'est notre argent, c'est mon argent, c'est l'argent que le truc. Alors, il fallait faire des papiers, des machins. Vous perdez un temps fou, quoi. Et donc je dis, c'est la décision. Les gens sont des pétochards, pas de décision. Pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça, c'est la société qui veut ça. Non, c'est vous mieux, c'est personnel. Si je peux me permettre, ouais. Pour rebondir à ce que disait madame, qu'effectivement, il y a derrière une stratégie politique. Je suppose qu'on pense un peu la même chose. Il ne faut quand même pas oublier que depuis 200 ans, on est dirigé par la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie, quelle est sa devise, la franc-maçonnerie? C'est Ordo ab Chaos. C'est-à-dire il faut tout détruire avant de reconstruire. Reconstruire quoi? Le nouvel ordre mondial. Non seulement on est dirigé par la franc-maçonnerie, qui de toute façon n'a pas du tout envie de réparer ce que vous dites, de faire les choses bien. Pas du tout, au contraire, elle a envie de tout casser. Et en plus de ça c'est au niveau national, mais vous passez encore un cran au-dessus, vous avez le pouvoir, il est au-delà de Macron, donc Macron, de toute façon, il reçoit des ordres. Et pour faire le lien avec ce qui se passe... les USA. Bien sûr. Et... N'allons pas trop loin. Au vous avez dans le pouvoir, il y a Davos. Un livre qui s'appelle Le Grand Échiquier, écrit par Zbigniew Brzezinski, qui est un haut stratège américain. Il a écrit son livre en 97, aujourd'hui il est mort.
quand on lit cette stratégie, tout est clair. C'est-à-dire, les Américains disent noir sur blanc, de toute façon, on a créé une Europe qui soit sous nos ordres, qui nous soit soumise, il est hors de question que ce soit autrement, que des Français prennent l'initiative toute petite, avec le merveilleux exemple que vous avez donné, ok, mais certainement pas des initiatives générales qui servent à la France. On est envahi par l'immigration pour que jamais personne n'a décidé ça. En 2005, il y a eu le référendum sur le traité constitutionnel. Eh bien, les Français ont voté contre. C'est quand même passé. Pourquoi? Parce qu'il y a des décisions en très haut lieu. C'est en fait une oligarchie mondialiste qui veut mettre en place un gouvernement mondial et qui veut de toute façon tout casser pour que ça marche. Et actuellement, je terminerai là-dessus, actuellement, dans cette stratégie américaine qui est écrite noir sur blanc, eh bien, au minimum, il faut construire une Europe telle que nous l'avons, c'est-à-dire soumise, et qui aille jusqu'à l'Ukraine et la Russie, c'est-à-dire qu'on veut que l'Ukraine et la Russie nous soient aussi soumises. Et puis, bon, si ça se passe pacifiquement, enfin d'ailleurs là en ce moment c'est déjà plus tellement pacifique, mais si ça se passe encore plus mal que ça a l'air de se passer, eh bien, il y aura la guerre à l'échelle de l'Europe entre Européens entre eux, tout va être cassé, et c'est ce que nous voulons. Donc nous, les Américains, on ne veut surtout pas d'une Europe qui progresse, on veut une Europe détruite. Et demain, il y aura malheureusement peut-être la guerre sur toute l'Europe, parce que les Américains l'auront voulu. Alors vous avez raison dans plein de choses. En revanche, ce qui est utile, c'est d'échanger avec le général. Justement, général, j'aurais mon général, parce que dans la marine, on ne dit pas bon. Je sais. Alors je suis habitué, enfin moi je dis général, quand on dit amiral, mais vous c'est mon général. Vous êtes ordonné, vous êtes ordonné. Le mot est parfait. C'est gentil. Hier, le premier rendez-vous que j'ai pris dans le cadre de ma campagne, ça a été avec le commissaire du 20e arrondissement. C'est un commissaire général, un 2 étoiles, pour discuter justement des problèmes. Bon, c'est ma nature d'aller voir d'abord le commissaire. Et ce commissaire m'a beaucoup parlé justement, comment dire, de toute la partie Vigipirate et des militaires qui sont, et il dit c'est un réel soutien pour eux, parce que se faire voir c'est important. Et quel est votre avis sur ça, sur utiliser les militaires pour, dans les arrondissements, dans les banlieues, pour ça? Est-ce que vous pensez que c'est leur place? Bien sûr. La première des choses, je remettrai tous les militaires d'actifs en uniforme. Partout. Ça c'est vrai. Partout. On ne voit pas l'uniforme. À Paris, vous avez 4000 militaires qui sont au Balargone, il n'y a pas d'uniforme. Ils sont pétochards ou quoi? Bah, bien sûr. Tout le monde obligatoire. Mais je obligatoire. Les stagiaires de l'école militaire en uniforme. Tous nos permissionnaires en uniforme. Et vous allez voir que la vision des choses a changé. On va dire, ah, tiens voilà. Et la décision est simple à prendre. Mais moi je sais que Mme Parly, comme ses prédécesseurs, va dire, ah là, mais si demain il y a un mort, bah, c'est un mort, on est payé pour mourir. Non mais attendez, on n'est pas des pétochards. Voilà. Non mais c'est ça. Déjà vous mettez tout le monde en uniforme. Et ensuite, Sentinelle, très bien. Ce que je dis dans mon cas, très bien. Rappelez-vous, il y a quelques années, parce que tout de suite on me dit à la télévision, ah mais alors mon général, le truc, vous vous rendez compte, les militaires vont tirer. Ils sont là pour tirer. Sur un militaire, c'est un combattant. C'est un soldat, donc il donne sa vie pour la patrie. Il a une arme. Vous remarquerez simplement, je fais le petit aparté, c'est que quand nos camarades policiers ont, à Saint-Denis, au moment des attentats, ont dégommé dans un appartement 4 djihadistes, ils ont tiré 40 000 cartouches. 40 000 cartouches. Seulement. D'accord? Nos soldats de Sentinelle, ils étaient 2 devant la gare Saint-Charles à Marseille. 2 sœurs se sont fait égorger sur le parvis. Le Sentinelle est arrivé, boum boum, une petite rafale de trucs, 2 morts. Personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé. Nos types, ils savent tirer, ils sont rigoureux, ils savent faire la guerre, ils savent agir en agglomération, c'est très bien. Et là, quand la République est en danger, nos soldats doivent être là. Donc vous pensez que la République est en danger? Oui. D'accord. Ah oui. Mais non, mais je le pense aussi. La patrie est en danger. Oui.
J'avais une question par rapport justement à l'état de l'armée actuellement. Ouais. Comme on le sait, avec l'immigration, on sait qu'il y a eu de plus en plus d'immigrés qui ont rejoint l'armée. Ouais. On dit que l'armée s'est libanisée. Est-ce que vous pensez que si guerre civile il y a, d'abord la première guerre civile, elle sera d'abord dans l'armée pour se régler des éléments d'affaires avant de pouvoir s'occuper de la population? Là, vous posez une question, je n'ai pas la réponse, hein, très honnêtement. Ça dépend tellement de choses. Vous savez, moi j'ai commandé des légionnaires. Quand on est parti à Sarajevo, on avait des Serbes, j'avais dans les rangs des Serbes et des Croates. On s'est dit, est-ce qu'ils vont pas arriver là-bas, ils vont pas déserter avec mes bagages pour rejoindre leur famille, faire le coup de feu contre les forces, les Bleus. Donc j'avais fait un audit. Enfin, j'avais vu tous les Serbes et les Bosniaques que j'avais dans mon régiment. Et j'en avais laissé sur le côté 2 ou 3 sur la quinzaine que j'avais. Pourquoi? Non pas parce qu'ils ne voulaient pas venir avec nous, mais parce qu'ils ont dit si on y va, ils avaient de la famille sur place et on va faire des pressions sur la famille. Donc j'ai épargné, si vous voulez. Voilà. Alors pour les musulmans qui seraient dans les armées, moi j'ai pas du tout. D'abord je ne sais pas combien il y en a. Très honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Enfin, je ne vois pas. Moi, j'ai toujours la réflexion sur la Légion étrangère qui amalgame bien ses soldats, quoi. Voilà. Alors, c'est toujours pareil. Quand vous en avez beaucoup, ça devient un problème. Quand vous en avez peu, bon, je pense qu'ils sont pris dans un truc. Bon, après, il faut. Ça, c'est la jugeote du chef. Hein, là, il faut. Voilà. Ce que je veux dire, il ne faut pas engager. Oui. Alors, naturellement, je n'ai pas les chiffres exacts de combien d'éléments perturbateurs il y a dans l'armée. Mais rien que sur les réseaux sociaux, on peut voir le nombre par exemple, de soldats qui vont mettre sur Twitter, sur Snapchat, etc. Qui, quand ils font une opération avec la police, plutôt que les appeler la police, ils vont les appeler les porcs, ils vont les appeler des mots en arabe. Et ça, il y en a des centaines et des centaines et des centaines. Et de manière plus personnelle, lorsque j'ai fait mes tests pour intégrer la marine, je suis tombé sur un homme qui m'a dit moi, j'ai envie de rejoindre la marine afin d'aider les migrants à traverser la Méditerranée. Ouais, mais ça aussi, c'est un gars. C'est peut-être un fou. Comme ça. Moi, je suis, comment dirais-je, je suis peut-être vieux jeu, mais moi, je crois pas mal, comment dirais-je, au côté humain des gens. Enfin, je veux dire, il ne faut pas non plus. Quel que soit l'homme, quel que soit le Français, quelle que soit l'origine du Français qui rejoint les armées, c'est pas rejoindre les armées, c'est pas. Vous faites pas ça comme si vous allez à la boulangerie du coin acheter votre baguette. Hein. Rejoindre les armées, c'est dur quand même. Hein. Je veux dire quand même, aujourd'hui c'est une armée pro, l'armée de terre du moins, c'est quelque chose de dur. Donc le musulman qui quitte sa famille de sa banlieue pour rejoindre un régiment de parachutistes ou un régiment quel qu'il soit des forces, on lui demande beaucoup, quoi. Donc s'il devait peut-être un jour se préparer pour retourner son arme sur les Français, je suis pas dans cet esprit-là, oui. Je vois pas. Alors je voudrais juste saluer la présence de ce jeune homme qui a beaucoup œuvré, c'est-à-dire qu'il a été porte-drapeau lors de la manifestation de Place d'Armes. Ah ouais, très bien. Il est venu, il était acteur de la vidéo que nous avons fait avec Patrice à l'Arc de Triomphe, et son souhait c'est de s'engager dans la marine et les fusiliers marins, si je ne me trompe pas. Donc je voudrais juste qu'on salue aussi qu'il y a des jeunes comme lui que j'apprécie énormément et qui continuent à s'engager pour la France. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. J'avais mes jeunes de banlieue là il y a quelques années et on les emmène faire leur stage militaire à l'école des fusiliers à Lorient. Et là on les met, ils étaient au Fort Saint-Julien qui est à l'extérieur de Lorient parce qu'on ne voulait pas les mélanger avec les fusiliers qui sont des beaux gosses, etc. Et nous on n'a pas les maréchaux d'Empire, on a les gros, on a un peu de tout, quoi. Les filles avec les grosses fesses, machin. Et ils ne voulaient pas, donc voilà. Et donc là, Saint-Julien c'est rustique, vous avez un chauffe-eau de 250 litres pour 50 personnes. Donc le premier qui se douche avec 75 litres d'eau chaude, les derniers ils sont bourrés de grelotte. Alors, le premier jour c'était bien, ils avaient tous compris, alors après ils prenaient 1 litre d'eau chaude, c'était bon. Et je dis ça pourquoi? Parce que du coup il y a eu un déclic. Il y a eu un jeune qui a dit, moi je voudrais être fusillé. Quoi. Voilà. Il était baraqué, etc. On lui dit pas de problème pour être fusillé, mais mon camarade il va falloir t'entraîner parce que là tu es un peu. Voilà, là. Le mec s'est entraîné comme un forcené, mois de juin, juillet, ici dans le banlieue, il y avait un marin qui le suivait, etc. Et il passe les épreuves au mois d'octobre.
le mois d'octobre de la même année. Et là, on lui dit, il faut uriner dans un petit truc là. Pam, on décède de la drogue. Oh. Et ouais. Alors, il dit, mon camarade, ah ouais, mais j'ai pris du hack il y a 3 semaines à moi. Mais ça suffit, c'est toujours truc. Les fusillés, c'est terminé. Alors, il dit, qu'est-ce que je peux faire? Alors, on l'a remis pour un an plus tard, 6 mois plus tard. Et ouais, mais là on leur avait dit, hein, on leur dit. Hein. Voilà. Quoi, donc, par rapport au format que vous envisagez en termes d'action auprès des banlieues, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le format de l'armée de terre est suffisant? Est-ce qu'il est sous-dimensionné? Est-ce qu'il faudrait créer des unités spéciales? Est-ce qu'il y a un problème de moyens? Je n'ai pas la réponse. J'ai vu qu'encore il y avait un place d'armes qui a écrit une lettre. Là. Il y a une lettre qui est parue en disant, comme d'habitude, on réduit encore le format des armées, etc. Alors, Macron aurait dit la main sur le cœur, d'ailleurs, ce que vous allez voir, je suis le seul président qui va vous donner de l'argent. Mon œil. Je dirais simplement une chose, si vous voulez, je pense, et les journalistes ne disent rien, comme d'habitude. Les seuls pays aujourd'hui qui ont pignon sur rue, ce sont ceux qui ont une armée. Parce que quand vous n'avez rien, si vous avez que des unités squelettiques, vous pouvez taper ce point sur la table en disant oh, les Russes, ceci, machin, ils ont payé, salopards. D'ailleurs, ce que vous allez voir, les autres ils rigolent. On n'est pas foutu d'aligner des véhicules, et les véhicules qu'on a alignés, ils ont été pris pour les envoyer en Ukraine. Donc on a des unités canoniques qui n'ont plus de canon, quoi. Donc ça fait embêtant. Et alors pour répondre à la question, bien sûr que notre armée est sous-dimensionnée. Et quelle serait la première action que nous pourrions faire, Patrice maintenant qui est dans le civil, moi aussi en civil, quelle serait la première action que nous pourrions faire pour justement vous aider pour les banlieues, je l'ai dit à Patrice ce matin, figurez-vous que, je vous disais tout à l'heure, il y a comme ça des choses qui se font. On m'a appelé... ce matin, j'ai vu le numéro 2 de la région, ici de France, il a dit mon général, voilà, ce que vous faites est formidable, on a les moyens, vous aider, en avant-vent, faisons, permis sport emploi, ce que vous voulez, en avant. Il me dit ça, mais à 11h30, je suis là à 3h30, vous voyez ce que je veux dire. Donc en marchant, en venant tout à l'heure en marchant, comme la marche permet de réfléchir, je me disais qu'effectivement, Place d'Armes sera le moment venu, peut-être, un vecteur intéressant pour donner à des jeunes l'envie, l'idée de la France, le sacrifice, voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que dans mon escarcelle, j'ai un formateur de banlieue qui a 45 ans, qui est un boxeur, qui a fait de la tôle et de la drogue, et qui maintenant chante la Marseillaise tous les jours et sort les jeunes des caves pour les amener vers le travail. Et il est en train de créer une structure qu'il appelle les réservistes opérationnels des banlieues. Et donc il mène des classes où il donne à des jeunes de 13, 14, 15 ans l'envie d'aider les autres. C'est le bon samaritain, quoi. Donc, pour le Covid, ils apportaient des petits paniers repas aux petites vieilles qui ne pouvaient pas se déplacer. Ils patrouillent dans les rues pour voir s'il n'y a pas d'incendie, le linge aux fenêtres, vous voyez, les trucs. Mais ça s'arrête là, quoi. Et il me dit, Emmanuel, j'ai besoin de toi parce que derrière, toujours le cursus, derrière, il faut que les jeunes qui ont envie, il faut qu'ils aient un emploi, il faut que derrière il y ait quelque chose, etc. Et je me disais, ben voilà, c'est peut-être là, il y a peut-être un message à faire passer, une aide à apporter. Alors tout ça, c'est dans mon esprit, pour l'instant, je n'ai rien écrit, je sais pas. Mais je pensais à vous, bien sûr. Alors justement, avec Patrice, on organise c'est pour information, le 25 juin, on va faire une course d'orientation avec des jeunes. Jean-Claude, d'ailleurs, qui est voilà. du 77. Voilà, du 77. Voilà, on va faire une course d'orientation avec des jeunes, déjà pour leur montrer. Des moins jeunes. Des jeunes et des moins jeunes. On On a presque autant de cheveux blancs, j'en ai un petit peu plus peut-être. Voilà, on va faire une course d'orientation et un pique-nique. Ces jeunes en question, ils te présentaient à la ravillage de la flamme, il est venu, il les a présentés au ravillage de la flamme aux Invalides, avec le gouvernement militaire de Paris, le général Darry, que je connais très bien. Bon, si vous voulez, tout ça c'est pour amener, pour montrer la France, quoi. Voilà, ils sont français, quoi. Donc, ils avaient mis leur belle tenue, tous en survêtement, le même truc, un béret, moi je n'étais pas ce jour-là, mais voilà, pour montrer qu'il y a des choses qui se font, mais ça se fait de façon discrète, voilà, trop discrètement. Il faut quelque chose
Voilà, il faut quelque chose moi je crois beaucoup, voilà, il faut que les gens ils aient envie, quoi. Il faut bouger. Alors, on essaye de s'étendre. D'ailleurs, je suis ravi que j'ai 2 personnes du 20e arrondissement présentes, que je connais depuis très peu, mais qui ont répondu à l'appel, justement pour essayer d'étendre, parce que bon, j'étais très 12e, forcément, et on essaye d'étendre arrondissement par arrondissement. Je pense que c'est quelque chose. Je vois toutes les collègues avec qui j'ai tracté ces dernières élections là. Voilà, c'est important justement qu'on arrive à diffuser et pas avoir honte surtout de diffuser. Donc si vous voulez, voilà, bon voilà un petit peu ce que j'ai mené jusqu'à présent, le combat que je conduis. J'essaie de faire partager mes convictions, même à ceux qui n'y croient pas, mais c'est pas grave. Il faut, voilà. Madame. Général, s'il vous plaît. Je vous en prie, qui m'appelle? Oui. Donc, si j'ai bien compris que vous êtes acteur en fait de l'insertion de jeunes qui sont quasiment en échec voilà. leur parcours scolaire. Moi, je suis pas acteur, je suis un peu la clé de voûte. Vous êtes intervenant, enfin, dans le processus de socialisation de ces jeunes. Pour moi, vous êtes acteur. Est-ce que vous avez eu l'idée d'aller plus en amont, par exemple, et de présenter vos expériences à des enseignants, à des acteurs qui sont eux en amont? Ah mais moi je fais ce qu'on veut. Je fais ce qu'on veut à partir du moment où on me sollicite. Si on me sollicite pas, c'est pas moi qui vais frapper à la porte, j'en ai ras le bol, quoi. Je veux dire, les gens, il faut qu'ils aient envie. Voilà. Si les gens n'ont pas envie, si je m'impose, je les connais, les loustiques, là, les loustiques de l'insertion, je les connais. Hein, il n'y a pas que des foudres, hein, je veux dire, il n'y a quand même pas que des. Donc moi j'attends qu'on me sollicite. Si on me sollicite et qu'on me dit, comme aujourd'hui, vous avez des gens qui ont envie de vous écouter, etc. Là, je vais sortir d'ici, je serai content. En plus, si vous achetez mon bouquin, je suis encore plus content parce que vous allez le diffuser pour 12 €, vous allez diffuser mes idées. Et quand on diffuse les idées, c'est hyper important. Parce que vous allez toucher des gens qui ne réfléchissent pas. C'est-à-dire que les banlieues autour de Paris, vous savez que on disait la banlieue rouge autrefois, maintenant c'est plus la banlieue rouge. La banlieue elle est musulmane. Là. Donc vous avez comment dirais-je, tout ça, ça se met en place. Si demain on n'y prend pas garde, mais ici vous allez étouffer, quoi. Donc il faut se sortir de tout ça et apporter, parce que moi je suis un éternel optimiste, apporter à ces jeunes comme à ces moins jeunes la bonne parole. Et la bonne parole, c'est ça, quoi, c'est la France. Quoi. Il y a Annie qui voulait poser une question. Oui, madame. Je ne sais pas si c'est une fake news, mais il paraît qu'on va demander à des Tunisiennes de venir pour faire serveur. Oui, alors moi je sais pas, j'ai écouté ça, oui. En fait, on va demander à des Tunisiens de venir pour. Madame, je vais vous dire, aujourd'hui en France, il doit y avoir 1 million de places offertes de travailler comme serveur, aider à la personne, cuisinier, charcutier, boucher, tout ça. On trouve personne, il y a 6 millions de chômeurs, on trouve personne. Ouais, cherchez l'erreur. L'erreur, je vous l'ai dit, moi. L'erreur, je vous l'avais connu. Peuple d'assister. Peuple d'assister. Les gens ne veulent pas travailler. Les aides sociales sont trop élevées. Donc comme je disais hier, ils touchent les aides sociales de 6, 7, 800 € par mois, le RSA machin. Vous vendez 4 barrettes de shit dans la même soirée, vous êtes tranquille. Vous prenez 1 000 €, 1 200 €, vous allez en vacances. Les gens qui travaillent sur la Côte d'Azur, etc., ils sont payés au SMIC, c'est-à-dire de l'ordre de 1 300 €. Ils doivent trouver un logement, c'est un logement sur le truc, c'est 600, 700 € qu'on leur fournit pas. Ils payent le voyage, autant de pas travailler. Autant de pas travailler. Alors soit le SMIC est trop haut, soit donc voilà. Soit il faut donner un coup de pied derrière, que personne ne l'aura. Marie-Chantal, tu voulais poser une question aussi? Ah, pardon, il me semblait. Alors, Marie-Chantal, en fait, je vous la présente quand même parce qu'elle est suppléante, aux législatives dans le 12e arrondissement et elle a un de ses fils qui est dans l'armée, justement. Formation de commando à Nouvelle-Calédonie. Voilà. Très bien. Je voulais juste revenir à parler des petits jeunes dans l'armée. Il est dans la caserne de Romans. Donc tous les petits récalcitrants musulmans qui essaient de prendre la grosse tête, ils se font virer. Ouais. Déjà, c'est déjà bien serré. Il ne faut pas s'inquiéter. Voilà ce que j'entends sur les sites. Bon, pas trop. En France, ils font beaucoup de bon boulot. Mais les armées, vous savez, font bien les choses. Hein. Oui, ils savent nettoyer.
Ouais. Non, j'ai pas de souci, on n'a pas de souci. Et donc, enfin, moi je suis très fier de connaître Marie-Chantal, avec un fils chez les commandos en fin d'instruction, je crois, en Nouvelle-Calédonie. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des jeunes qui s'engagent en fait. Il y en a beaucoup, hein, heureusement. Ouais. Quelqu'un avait une autre question pour le général? Oui. J'avais une question sur l'échelle. Vous avez parlé donc de votre longue expérience de terrain. Aujourd'hui, vous êtes plutôt dans la facilitation. Vous êtes passé par toutes les classes pour monter le projet du début. On a compris là que, en termes de politique, c'est pas la peine d'attendre que ça vienne du président. Autant avec ce que disait monsieur que c'était un peu verrouillé au-dessus. Quelle est la bonne échelle pour faire du boulot efficace? Est-ce que c'est des promotions de 50 jeunes, 100 jeunes, 300 jeunes? Alors, donc à quel niveau faut là aussi, je réfléchissais en marchant. Il y a un certain nombre de facteurs qu'il faut prendre en compte. Les jeunes, d'accord, d'où viennent-ils? C'est les missions locales, c'est les mairies qui les fournissent, etc. Donc il y a les jeunes. Après, les entreprises, il faut qu'ils aient du boulot. C'est les entreprises au sens large. Les entreprises, où sont-elles? Tel département, il y a beaucoup d'entreprises, tel autre, il y en a moins. Donc les jeunes, vous allez les recruter. S'il y a un département qui a beaucoup d'entreprises, vous allez mettre plus de jeunes. Voilà. Ensuite, vous avez les formateurs, les formations, les entreprises d'insertion. Où sont-elles situées? Est-ce qu'elles sont capables de prendre des jeunes? Et puis après, vous avez l'échelle, c'est-à-dire que les formateurs vous disent, moi, plus de 50 jeunes, je ne sais pas faire. La période sportive, les sportifs vous disent, moi, il faut 50 jeunes, parce que j'arrive à les manager, plus je ne peux pas. Les préparations militaires disent 50 jeunes, pas plus par semaine. Donc, chemin faisant, on s'est dit, c'est 50 qui est la bonne mesure, la bonne jauge, avec une répartition sur le territoire. Ça peut être la région, et la région dit, je veux 300 jeunes. Alors, 6 fois 5, 30. Voilà. Vous voyez? Nous, c'était 50. Voilà. Ça fait 2 classes, ça fait l'insertion, ça fait 2 classes de 25. Ouais, 2 classes. Bien. Il y a d'autres questions? Je vous ai pas tué, ça va? Non, au contraire, vous nous oxygénez. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon, merci, mon général. Alors, petite séance dédicace pour ceux qui moi, souhaitent.